Je voulais revenir sur un match de foot en particulier. Mhm. C'est le France-Allemagne, le vendredi 13 novembre 2015, Ouais. le soir des attentats qui ont frappé Paris. Mhm. Ce soir-là, tu étais au Stade de France, Ouais. en tribune de presse. Comment as-tu vécu cette soirée cauchemardesque ? YB Voice. Bonjour Alexandre, Bonjour Yannick, comment ça va ? ça va très bien. Et toi? Moi ça va, tranquille. Là on est à l'air libre, au Ouais, Fontanil. ouais. Il y a un peu d'ambiance, il y a un petit peu de vent, mais c'est agréable. C'est le printemps, c'est le Bah début de ouais, l'été. c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Du coup, moi je m'appelle Alexandre Moniol, je suis reporter audio, radio et aussi réalisateur de documentaires sonores. Voilà, je fais ça depuis une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. T'as toujours voulu faire ce métier ? Ouais, toujours. Ouais, depuis gamin. En fait, je suis un passionné de radio, Ouais. passionné de son et passionné aussi de rugby. Donc le point de départ, c'est celui-là, quoi. La radio, le son et le rugby. Et déjà gamin, j'écoutais beaucoup la radio. Quand j'étais petit, j'écoutais les émissions de libre antenne sur Énergie. J'écoutais les commentaires de match aussi. Ouais. Beaucoup les matchs de rugby. Voilà, je faisais des petits rapports d'ailleurs à mon père à la mi-temps de chaque match. C'est vrai ? Ouais. Des Non, rapports mais- écrits ? Ouais, des petits, tu vois, sur les résultats à la mi-temps. Non, c'est une vraie passion, quoi, la radio. J'ai voulu faire ça assez tôt. Quand je te dis le mot stade, Alexandre, tu penses à quoi ? Bah, le stade, c'est un lieu extraordinaire, en fait. J'y suis allé très jeune. Et comment te dire ça ? J'ai même fait un documentaire pour Arte Radio sur le stade. Parce que j'ai un rapport très fort avec ce lieu. Quand j'étais gamin, j'allais voir mon père jouer, mon oncle, puisque mon père et mon oncle étaient sportifs de haut niveau. Ils étaient rugbymen à Béziers. Donc j'allais tout gamin les voir. Bon, même si au début j'étais pas très assidu, au dire de certains membres de ma famille. Bon, voilà, j'étais tout petit. Mais, et ensuite j'allais voir des matchs de rugby avec mon grand-père, un peu plus grand donc. Quand j'étais un peu plus grand. Et ouais, c'est un lieu, c'est très particulier en fait, le stade. C'est, je sais pas, l'ambiance, tout ce qui s'y passe, puis le spectacle sportif, quoi. C'est incroyable en fait. Les émotions, la musique, tout en fait, ça marque. Moi, c'est un endroit très particulier. Je trouve que c'est un des endroits les plus extraordinaires qui existent. Ça t'arrive d'y aller seul ? Ouais, ça m'est arrivé d'y aller seul. Là, aujourd'hui, en ce moment, avec la pandémie, bon, C'est compliqué. compliqué. Mais y aller seul, ouais, j'y suis déjà allé seul. Je suis allé seul en tant que spectateur et puis après, plus tard, de par mon travail. Parce que tu es journaliste Ouais, sportif. reporter de sport. Et donc, j'ai commenté des matchs. J'ai commencé par ça, même à la radio. Commenter des matchs de rugby sur des radios locales, aussi France Bleu. Et après, bon, je suis devenu journaliste, je travaillais à RMC, j'ai fait du reportage, pas que sport, infogéné, voilà, mais en tout cas, j'ai commencé par le sport à la radio, le commentaire de match et donc le stade. Et pour revenir à ta question, j'allais tout seul et j'y vais quand c'est possible, tout seul en tant que spectateur, mais aussi beaucoup en tant que professionnel. Voilà, pour commenter des matchs et c'est aussi une expérience forte. C'est pas tout à fait pareil. Moi dans le stade en fait je suis... Tu sais, t'as plusieurs profils dans le stade, dans les supporters quand il va... Et t'as des gens qui aiment y aller à plusieurs, faire beaucoup de bruit, sauter, tout ça. Moi je suis quand même assez posé dans le stade. J'intériorise pas mal. Je vis le truc. Je crois qu'on est pareil. Non mais tu dois comprendre. Alors en fait Ouais. je vis le moment... j'ai besoin je m'imprègne en fait. C'est un peu ça. Moi, tu vois, quand je vais au stade, j'aime bien aussi y aller seul. Et j'adore quand il y a de l'ambiance. Bon, c'est-à-dire, mais par contre, j'aime pas la mettre dans le stade. J'ai besoin d'observer justement les gens qui chantent. Quand c'est un match, des joueurs qui jouent. Quand c'est un concert, j'ai besoin de... Il y a une atmosphère en fait particulière où on en prend plein la vue.
Ouais, Je ouais, sais pas ouais, si c'est toi, ça ça. te fait la même chose. Bah, c'est l'arène, quoi. C'est fou. Et d'ailleurs, dans le documentaire que j'ai fait moi pour Arte Radio, qui s'appelle Stade Oral, en fait, je raconte comment ce lieu transforme les gens, en fait. Et des personnes de divers horizons. C'est-à-dire le cadre, l'ouvrier, tout le monde. En fait, ce lieu, il te transforme. C'est-à-dire que tu le vois d'ailleurs quand les gens approchent du lieu, tu as l'impression que les pas s'accélèrent, ça... Ouais, il se passe C'est quelque chose, ça. quoi. Il y a un sort, quoi. Il y a un truc, de l'adrénaline, ça. Et donc tout le monde avance, tout le monde accélère avant le match. Euh, et tout le monde voilà, après va prendre sa boisson. Il y a tout un rituel et un comportement qui fait que ouais, les gens se transforment en quelque sorte. T'as un rituel particulier quand tu vas dans un stade? Moi, j'ai pas de rituel particulier, mais par contre, j'aime bien arriver quand même un peu avant. Ouais. Parce que j'aime bien l'échauffement, j'aime bien l'entrée des joueurs à l'échauffement, tout ce cérémonial, quoi. Voilà. T'aimes Après, bien. ça m'est arrivé d'arriver, d'accéder au stade en dernière minute, mais franchement, je préfère arriver quand même à l'avance, tranquille. Quand l'émotion, elle monte progressivement. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je suis pas. Enfin, j'allais dire, je suis pas supporter parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'était plutôt professionnellement, pour moi, le stade. Mais ouais, si je me souviens bien quand même quand j'étais un peu plus jeune, des clubs comme Béziers au rugby ou même Grenoble. Voilà, Béziers, c'est ma ville d'origine. Grenoble, c'est ma ville d'adoption. C'est la ville de mon père. Et ouais, c'est vrai que quand même, il y a quand même de l'émotion ouais, quand tu es supporter, surtout sur des matchs à enjeu, des matchs de phase finale. Voilà, pour ces équipes-là, c'était assez singulier. Et après, je me souviens, j'ai des souvenirs de matchs de phase finale, les finales du top 14. Ça aussi, ça marque. Au Quoi. Stade de France. Ouais, au Stade de France. Et ouais, c'est marquant. Quoi. T'es plus Stade des Alpes ou Stade de la Méditerranée? Moi, je suis plus. Moi, je suis pour plein de stades. Tu vois, après, en tant que spectateur, mais aussi de par mon travail, j'ai eu la chance d'aller dans des stades magnifiques, de, de voir des matchs extraordinaires et de côtoyer des joueurs Ouais. extraordinaires, peut-être les meilleurs joueurs du monde, quoi. Des joueurs comme je sais pas, Cristiano Ronaldo, les interviewer même Cristiano Ronaldo, Messi, Zlatan Ibrahimovic, Neymar. Kylian Mbappé, Neymar. Voilà, et moi j'aime, je trouve du plaisir un peu partout, quoi, dans tous les stades. Après, bien sûr, il y a des stades qui sont plus marquants que d'autres. Là, tu me demandais entre les digues, non, Stade des Stade, Alpes, Stade des Alpes, Stade des Stade Alpes des Alpes et Stade de et... la Méditerranée. Non, moi j'aime bien les deux, j'ai des souvenirs dans les deux. Après, j'aime justement les digues aussi, c'est les stades plus historiques, quoi. À Béziers, on parle du stade de la Méditerranée, mais le stade plus historique à Béziers, c'est le stade de Sauclières. Ouais. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que spectateur, puisqu'après, Béziers est allé jouer depuis les années 90 à Stade de la Méditerranée. Mais ouais, il y a aussi cette histoire-là, quoi, donc, que j'ai en tête, même si j'y suis pas allé vraiment en tant que spectateur. Donc ouais, je trouve une histoire et un intérêt et vraiment un plaisir dans plusieurs stades. Est-ce que quand tu fais une destination de vacances, est-ce que par exemple, comment dire, tu regardes si dans la ville dans laquelle tu vas, il y a un stade, il y a une histoire, une équipe de sport à aller voir? Est-ce que parce que Ça, c'est moi, un truc que tu fais, toi. exactement. Ouais, 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 non, je savais un peu. Et moi, non, pour être honnête, c'est pas le premier truc auquel je pense. Mais comment te dire? Après, quand tu sais que tu vas dans une ville, quand tu as une culture sportive, tu connais quand même Ouais. qu'il y a tel ou tel stade. Après, c'est vrai, tout dépend la façon de voyager. C'est sûr que quand tu fais du voyage qui implique d'aller dans des lieux hyper méconnus, tout ça, bon, là, tu vas peut-être un peu creuser. Mais moi, la plupart des voyages que j'ai fait, c'est surtout quand même des voyages dans des villes assez connues. Donc, je savais déjà d'emblée que bon, il y avait telle équipe ou tel stade. Voilà. Quand tu vas, je sais pas, dans des villes comme Milan,
par exemple. Tu le sais, quoi. Tout à l'heure, tu me parlais de ton papa Claude qui Ouais. jouait c'était en première division à l'époque C'est à ça, Béziers. ouais. Euh, Tu me disais que tu as eu la chance de le voir jouer. Est-ce que tu t'en souviens et quelle émotion ça te faisait de voir ton papa jouer? Bah, en fait, je t'ai dit, je l'ai vu jouer, mais j'étais tout petit, donc les souvenirs, j'en ai pas trop. Mais peut-être un souvenir. En fait, je sais que j'allais au stade de la Méditerranée, parce que ouais, c'était début des années 90. Ça devait être 92, ça devait être 92, 93. Voilà, mais je devais avoir 93, je devais avoir 2 ans. Ouais. Mais je me souviens, je crois que j'ai des souvenirs d'être en train de gambader dans les travées, Ouais, tu regardais pas mais le pas match, toi. spécialement en regardant le match. Et je crois que c'est mon père qui jouait, ou peut-être, ouais, je pense que c'est mon père qui jouait, ou peut-être un peu plus tard. Mais au début de mes premiers souvenirs de stade, ouais, j'y allais et je faisais un peu mon train, mais j'étais quand même marqué par le lieu. En fait, si tu veux, je faisais ça, j'étais moins focalisé sur le match, mais en fait, parce que moi, j'avais déjà gagné le truc en étant dans le stade. Ouais. C'est le stade, en fait, qui m'intéressait, je pense. Je l'analyse comme ça après coup, hein. Aujourd'hui, j'ai 30 piges. Mais, euh, mais ouais, c'est le stade qui m'intéressait, donc plus que le rugby quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit. Et après mon père, je l'ai vu sur des cassettes, et là, c'est vrai que tu as de l'émotion, parce que tu le vois jouer, je sais pas, je pense à la demi-finale de 1991 contre C'était Bordeaux-Bègles. Bègles-Bordeaux Ouais. à l'époque. Et ouais, tu vois le stadium de Toulouse qui est plein. C'est sur Canal, quoi. C'est commenté par Thierry Gilardi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, ton père, il est dans la composition, tu vois, arriver au stade. Ouais, c'est comme aujourd'hui les matchs de top 14, phase finale. Donc là, ça marque. Mais c'est venu un peu plus tard quand j'ai pu voir ça. Bah, si tu veux, pour l'histoire de la demi-finale en 91, en fait, ma mère l'a enregistré, mais ma mère était enceinte. De Ouais, toi? ouais, j'étais dans son ventre, quoi. Et donc, moi, j'ai pu voir la cassette après, avec émotion, ouais, bien sûr. Mm. Il y a une vidéo qui reste, je me rappelle de ton papa, Mhm, sur YouTube. mhm. C'est notamment, et ça, c'est là où on a envie d'aller au stade, c'est quand il y a des derbies. Ouais, C'était un Béziers-Narbonne. ouais, c'est ça, je l'ai vu celle-là. Ouais. Et bon, la vidéo, c'est Je crois que c'est en fini. 89. Ouais. Ouais, c'est un Béziers-Narbonne, ou Narbonne-Béziers. Et, Et, et puis il y a des parties de manivelle. En ah fait, ouais, un peu ouais, tout le c'est match. des matchs. Bah ouais, ouais, c'est des matchs, c'est des derbies, quoi. Et puis à l'époque, c'est vraiment, c'est ça l'ambiance et le contexte, quoi. C'est un derby Narbonne-Béziers. Pour que les gens y comprennent, en fait, quand même à l'époque en 89, c'est pas, c'est pas les équipes d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, Béziers, c'est une équipe qui est en Pro D2. Narbonne, ils sont en national, c'est-à-dire la sorte de troisième division. T'as beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur. À l'époque, c'était moins ça. C'était beaucoup plus de joueurs du cru. Donc, t'avais quand même beaucoup plus d'animosité. Et les joueurs, je pense, étaient plus conscients de l'histoire, De l'importance du match. de l'importance du match, de l'histoire des deux clubs. Et donc, t'avais toute ouais, cette tension, quoi. Donc, ça impliquait comme tu dis, des parties de manivelle, mais de l'aveu de mon père, beaucoup plus impressionnant à l'extérieur que sur la pelouse, hein. Il y Ouais. a un peu de la légende là-dessus. Mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. Bah après, ça fait nourrir les rumeurs justement dans Oui, les voilà, tribunes. non, mais on a l'impression. Je te dis ça parce que moi, gamin, déjà, j'avais très peur de ça. J'ai très peur quand j'étais petit, plus jeune, tu vois, les bagarres générales. J'avais cette impression que les mecs allaient passer par-dessus les grilles. Ouais. Et voilà, c'était un peu l'arène, quoi, les gladiateurs. Bon, et j'étais avec mon père, il me rassurait sur les moments, quoi, quand j'étais avec lui ou quand j'étais avec mon Parce grand-père. que Et c'est puis, rare quand même non, mais qu'on après, passe que le joueur aille taper justement ouais, dans dans la les tribune. tribunes et tout. Mais après, c'était un peu de l'angoisse de gamin, quoi. Mais Ouais. puis si tu veux, j'étais comme ça aussi parce que quand j'étais petit, pour moi, la pelouse, le terrain, c'était sacré, en fait. Et j'avais très peur. C'est arrivé quand mon père a joué dans un autre club en fédéral, ça s'appelle Sérignan. C'est une ville à côté de Béziers. Ben, c'est arrivé qu'un des dirigeants me prenne dans ses bras pour m'amener sur la pelouse. Et en fait, je pleurais, quoi. Parce que j'avais peur. Ah Et ouais. donc, je pense que ouais, ouais, gamin, je me suis construit
comme une crainte, ou du moins j'avais ce sentiment de terrain comme quelque chose de sacré, quoi. Donc la pelouse, donc ça me faisait un peu peur. Et bien sûr, quand il y avait des bagarres, j'étais là, je me disais putain, s'ils sortent là, parce que pour moi c'était des gladiateurs en fait. Ouais. Donc pour moi c'est des mecs que je badais quand j'étais gamin. Donc c'est vrai que tu te dis putain, ils sont là, et ils font des matchs et tout, et tu te dis s'il y a bagarre, et si ça sort, ça veut dire que le spectacle il est plus cloisonné, quoi. Il est en dehors, et moi je me mets en danger. Mais c'est des trucs un peu cons, c'est des craintes de gamin, quoi. Mais voilà, donc ouais, c'est un souvenir que j'ai. Ça me fait rire maintenant. Ah bah ouais. Parce que bon, après, ouais, tu perds un peu le sacré. C'est ce qui est dommage d'ailleurs. J'étais allé voir un match avec toi, c'était à un Béziers-Vannes, je crois que c'était en Pro D2. Béziers-Vannes, ouais, je suis pas sûr. T'es sûr de Béziers-Vannes? Ouais, c'était en Pro D2. Je crois que c'était... Oui, c'était Vannes. Ah, c'était Vannes, on était avec mon frère aussi. Ouais. C'était pas un match de pré-saison, je pense. Si, ça devait être un C'était match d'été. de Béziers-Vannes pré-saison. ou peut-être un Béziers-Carcassonne, non? Non, c'était Vannes. C'était Je m'en Vannes, souviens, ouais. une équipe bretonne. Ouais, ouais. Et dans le stade à Béziers, il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'était la ferveur du Ouais. rugby qui règne. C'est que j'ai l'impression qu'il y a toute la ville qui, même pour un match de pré-saison, se donnait rendez-vous tous les week-ends au stade, quoi. Peu importe le niveau de l'équipe. Que Béziers, à l'époque, c'était dans le top rugby français. Ouais. Là, maintenant, bon, ça a baissé un peu, ils sont quand même en Pro D2. Ouais. Mais le public est toujours là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette envie d'y aller. Bah, c'est parce que tu es dans une ville qui a une culture rugby depuis des années, en fait. Béziers, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent, c'est dans les années 70 jusqu'à au milieu des années 80, c'est 10 titres de champion. Bon, il y en a eu 11 au total, il y en avait un peu juste avant. Mais ouais, il y a une hégémonie des années 70-80, c'est incroyable. Donc ça a marqué les gens. Et pour faire une comparaison, Béziers, à l'époque, dans ces années-là, c'est le stade toulousain des années ensuite 90 et qu'on connaît un peu aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire le grand club où Béziers, à l'époque, je sais pas, c'est l'AS Saint-Étienne, quoi. Quand Ouais. ils sont les Verts, quoi, les fameux. C'est Acquis S. Béziers. bah, c'est ça. Non, mais je veux dire, donc quand t'as ça, quand t'es à Béziers, pour tous ces gens, et moi le premier parce que je suis né à Béziers, tu grandis avec ce récit-là, tu grandis avec cette histoire, et donc ouais, et donc tu vas au stade de père en fils, grand-père en petit-fils, t'es amené, on te raconte, et donc tout le monde y va, et ça fait boule de neige. Et donc même aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même en Pro D2, quand le public peut y aller, tu peux avoir 8000, et dans des gros matchs, c'est arrivé dans des matchs où le club était assez haut, même en Pro D2, d'avoir presque 10 000 personnes au stade. Voilà. Alors que tu as d'autres clubs qui ont des super équipes et un super effectif, et où il n'y a pas grand monde dans le stade, quoi. Tu disais tout à l'heure, Béziers, c'était 10 titres de champion de France. Ouais. Tu en as fait une série de documentaires qui parlent de ces 10 titres de champion de France, mais d'une autre manière. Mhm. Tu t'es intéressé à un joueur qui a gagné ces 10 titres, c'est Armand Waquerin. Ouais. On passe un petit instant promo. Ouais. Est-ce que tu as réalisé une série documentaire sur la vie et la mort de Armand Waquerin? C'est ça. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'histoire? En fait, Armand Waquerin, c'est un joueur de rugby légendaire de Béziers, de cette fameuse grande équipe de Béziers, de l'ASB, dans les années 70 et 70-80, 85, enfin du début des années 70 jusqu'à la moitié des années 80. Et donc Armand fait partie de cette équipe-là, c'est l'un des fers de lance, il est pilier, et aujourd'hui c'est le joueur qui détient le plus de titres de champion de France. Il en a 10. 10, c'est énorme. Il ne sera jamais battu. Parce que dans le rugby moderne actuel, bref, c'est quasiment impossible qu'il y ait une telle hégémonie, de rester aussi longtemps dans un club et dans un club qui domine, quoi. Voilà. Donc voilà qui est Armand. Et Armand, au-delà d'avoir une vie de joueur particulière, joueur puissant aussi, très fort dans le jeu, très moderne, il a aussi
une vie extra-rugby, en dehors du rugby, qui est un peu particulière, quoi. Et sa mort est particulière. Et donc, Armand, il a aussi une fin de vie particulière, puisqu'il meurt dans un bar de la ville, le bar des Amis, le 10 juillet 1993. Voilà. Officiellement, en ayant joué à la roulette russe. Et donc perdu. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Bon, en tout cas, c'est ce qui a été dit voilà, sur le papier. Sur le papier, voilà. Sauf qu'à Béziers, les gens, que ce soit, tu vois, d'un côté, tu as des gens qui vont dire ouais, il a été tué, tout ça, des choses extraordinaires. Et de l'autre, tu as des gens qui veulent pas trop en parler. Bizarrement, ça les gêne. Voilà. Et moi, j'ai grandi avec ce récit. Donc, gamin, mon grand-père, il me racontait cette histoire. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, le Grand Béziers, Armand Vacrin, ce joueur légendaire. Et donc, cette mort aussi légendaire, quoi. La roulette russe, putain. Tu te dis, waouh, le mec, il joue à la roulette russe. Et donc, j'ai grandi avec cette histoire. Et arrivé à 27 ans, ouais, c'est ça, c'était 2018, ouais. Bah, j'ai décidé d'en savoir un peu plus, quoi. Pourquoi ces gens à Béziers se comportent ainsi à travers cette histoire. Et donc j'ai fait une sorte d'enquête pendant plus d'1 an sur l'histoire d'Armand Vacrin et ce décès mystérieux. Donc pourquoi les gens à Béziers se comportent ainsi, et donc par la même occasion, j'ai obligé un peu de gratter sur ce qui s'était passé réellement ce 10 juillet 1993 dans le bar des Amis en fin de matinée. Il y a une phrase qui m'a marqué dans la série, on fait une petite parenthèse, sur la série Le Canon sur la Tempe. Ouais. On peut l'écouter où, Alexandre ? Sur toutes les applis audio, les plateformes audio, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. quoi, voilà. Il y a une phrase justement qui m'a marqué dans cette série, c'est ton grand-père en gros qui le dit, c'est que... je ne sais plus alors quelle est la phrase exactement, mais c'était que ceux qui n'étaient pas dans l'histoire, dans ce fameux bar avec Armand Vacrin, disent qu'ils y étaient, et ceux qui y étaient disent qu'ils y étaient pas. Alors en fait cette phrase-là, c'est moi plutôt qui l'ai trouvée. Ouais. Mais justement cette phrase-là, je l'ai trouvée après avoir réalisé ce documentaire-là, après avoir tourné. C'est une phrase que j'ai trouvée parce que c'est une phrase pour moi qui, du moins c'est un petit texte. Ouais, c'est un petit texte qui symbolisait bien l'histoire, quoi, et les enjeux. Et donc c'était intéressant d'utiliser ça comme promo, parce qu'on avait fait une campagne d'affichage à l'époque dans Paris pour la sortie. Et donc je m'étais dit, bon, on va mettre cette phrase-là, parce que c'est ça qui résume l'histoire. Tous ceux qui y étaient disent qu'ils n'y étaient pas, et ceux qui n'y étaient pas disent qu'ils y étaient, en fait. Donc en gros... Et cette phrase-là aussi, elle fait suite à ce que me racontait mon grand-père quand j'étais gamin. C'est que à Béziers, si t'écoutes les gens, ils y étaient tous quand Armand est mort. C'est ça. Donc t'as l'impression il y avait, 100 000 personnes, 500 000. Donc c'est ça qui est fascinant. Et les principaux concernés, en gros, ils disent qu'ils n'y étaient pas. Ou ils ont rien vu. Ou ils ont rien vu. Ouais, non, tout s'est passé normalement, il y a eu une enquête de police. C'est étrange. Non mais c'est étrange ce truc-là. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai résumé ça dans cette expression-là, ce petit résumé-là. Je sais plus, il faudrait que je te le reprenne exactement, mais c'est tous ceux qui étaient disent qu'ils y étaient pas, et ceux qui étaient pas disent qu'ils y étaient, quoi. Alors avant de reparler du stade, on va parler justement de ton métier de journaliste, voir un peu la vision d'un point de vue depuis la tribune de presse. Pour clôturer avec la série documentaire Le Canon sur la Tempe, j'aimerais quand même te dire un petit mot, Alex. C'est quand même cette série qui m'a donné envie de faire du podcast. Ça, c'est assez gratifiant, quoi. Et donc ça je sert vous à invite ça. à aller l'écouter. Ouais, mais c'est aussi ça, quoi. Le podcast, c'est aussi peut-être inspirer, donner envie, amener les gens avec moi. C'était aussi ça le but, quoi. Et donc, tant mieux qu'on se retrouve là. Et... Ça m'a donné envie de faire du podcast. Ouais. Heureusement, ça aurait pu peut-être donner envie de faire un meurtre. Non, ouais. Non, mais vaut mieux que ce soit ça, quoi. Ouais. Mais tant mieux, c'est bien, quoi. Ouais, c'est cool. Alex, on va passer à la rubrique tribune de presse. Ouais.
Alors, on connaît l'ambiance du stade créée par les supporters. Ouais. Toi, tu regardais souvent les matchs en tribune de presse. Mhm. Quelle est l'ambiance dans une tribune de presse? Dans une tribune de presse, euh, il y a plein d'ambiances en fait. Ça dépend les lieux, ça dépend les clubs. Est-ce que c'est un club qui est très suivi? Est-ce que c'est du foot, c'est du rugby, c'est du hand? Ça dépend. Je sais pas, après, tu veux savoir l'ambiance où? Par exemple, Au Parc des Princes. au Parc des Princes, ouais, bon ben là, Parc des Princes, c'est le Paris Saint-Germain. Moi aujourd'hui, j'y vais plus, enfin, je fais plus ce travail-là, je suis plus le club. Je le suis de loin hein, en tant que spectateur, mais professionnellement, je le fais plus. Mais quand je le faisais, ouais, c'est époque, c'est les Qataris, enfin l'époque Qatari quoi. Là, c'était déjà arrivé. Donc Zlatan Ibrahimovic. Donc là, tu es un club qui est très exposé. Donc il y a quand même beaucoup de monde dans les tribunes de presse, notamment pour les grands matchs, la Ligue des Champions. Voilà, un souvenir. Moi, j'ai assisté au fameux 4-0 en 2017 au Parc des Princes. Derrière, après, au match retour, il y aura la remontada, la fameuse. Ouais. Mais l'ambiance en tribune de presse, c'est dans un club comme ça, il y a du monde, il y a des attentes, c'est très couvert. Il y a des journalistes français, mais il y a des journalistes étrangers. Pour te donner un exemple, au Parc des Princes, quand il y avait Zlatan, il y a une journaliste suédoise qui est là tout le temps, quoi, pour des médias suédois pour raconter et suivre Ce qu'il fait. Zlatan, quoi. Voilà. Voilà. Au même titre qu'aujourd'hui, tu as une journaliste qui est là, brésilienne, qui était déjà là à l'époque, mais là, vraiment, aujourd'hui, elle travaillait beaucoup, 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 mais par rapport à Neymar, quoi. Parce que quand tu as des joueurs comme ça, ce sont des actualités quotidiennes à eux tout seuls. Donc voilà comment ça se passe dans une tribune de presse quand tu suis un club comme ça. Et puis ouais, j'ai fait les matchs de l'équipe de France. Puis là aussi, c'est quand tu fais des grands matchs comme ça, la Ligue des Champions. Après, que te raconter de plus sur la tribune de presse? Un souvenir, je sais pas, il y a aussi les déplacements. 2017, non pas 2017, qu'est-ce que je te raconte? 2015. 2015, je fais Chelsea, Paris Saint-Germain à Stamford Bridge. Match retour de Ligue des Champions. Match retour de Ligue des Champions, où c'est un match fou, quoi. Zlatan est expulsé au début. C'est ça, ouais, en première mi-temps. Voilà, quoi, c'est du tac au tac sur les buts. À la fin du match, il y a deux têtes, il y a David Luiz et Thiago Silva, c'est incroyable. Et là, tu es dans une tribune de presse, dans un stade à l'anglaise, où tu es proche de la T'es pelouse. sur le terrain carrément. Ouais, ouais. mais d'ailleurs, hein, je t'avais appelé en vidéo à On l'époque. s'était fait un FaceTime. On ouais, fait à un l'époque. FaceTime, ouais. Et t'es là, c'est fou. T'es aux premières loges pour le coup. Et est-ce que là, t'avais. Enfin, même aussi au Parc des Princes, est-ce que toujours en tribune de presse, il y a toujours ce regard d'enfant qui arrive dans un stade? Bah, c'est ce que j'allais te dire parce que là, je m'écoutais tout en te disant c'est fou. Bah, j'allais te dire, ouais, tu vois, quand je te dis c'est fou, c'est parce que c'est le stade, quoi. C'est le stade, en fait. Parce que moi, pour rien te cacher, en fait, je suis pas. Tu vas avoir certains confrères, consoeurs qui sont fans. Ouais. C'est-à-dire que t'en as certains, ils vont prendre des photos avec les joueurs et tout. Moi, j'ai jamais fait ça. Je suis pas fan, mais j'ai conscience quand même de ces lieux extraordinaires et surtout quand même des personnages extraordinaires que tu peux rencontrer. Mais après, je bosse, quoi. Voilà, je fais la part des choses. Mais par contre, le stade, c'est toujours là. C'est plus. Si tu veux, je suis plus marqué par le stade, par l'événement, le grand match et tout dans un tel lieu que par Les acteurs. Messi qui me passe devant moi ou Zlatan qu'on va interviewer à la fin du match. Ouais, au début ça fait quelque chose, mais après c'est comme tout, tu t'y habitues en fait. Tu Ça devient travailles. une routine, ouais. Ouais, tu travailles quoi. Tu travailles. Puis moi gamin, enfin mon père est sportif de haut niveau, mon oncle, tu vois, j'ai baigné là-dedans. Mon grand-père était aussi grand joueur de Chambéry dans les années 60. Donc j'ai baigné là-dedans, j'ai quand même ce truc de sport. Et voilà, je suis moins fan quand j'arrive, que je suis journaliste et tout, je suis pas fan, quoi. Mais j'ai conscience quand même d'être pour le coup dans des lieux extraordinaires. Et ça, c'est par exemple un souvenir de tribune de presse et de moments forts, quoi, d'ambiance forte.
Il y a un moment qui m'a marqué une fois, tu étais au Stade de France, je crois que c'était le jour du premier but de Kylian Mbappé, c'était contre les Pays-Bas, Ouais. au Stade de France, victoire 4-0 de l'équipe de France. Et du coup, j'étais avec ton frère, on t'attendait, toi tu étais en tribune de presse, on t'attendait devant. Ouais. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait plein de familles qui attendaient devant pour voir, pas les joueurs, mais les people qui venaient Ouais. au match. Qui rentraient dans la tribune présidentielle, ouais. Voilà, mais là, du coup, qui en sortaient le soir. Ouais. Et du coup, c'était. Alors, tu avais des animateurs TV qu'on voit sur toutes les grandes chaînes. Tu avais aussi les frères. J'avais fait une photo avec. J'avais quand même demandé une photo avec les frères Pogba. Oui, tu m'avais fait le frangin, ouais. Et il n'y avait pas Michel Simès aussi, non, Et ça, c'était avant d'aller au match, il y avait Michel Simès. Ça, ouais. Ouais. Et je sais pas, par rapport à ça, tu voulais me demander quoi sur. Non, justement, c'était justement pour parler justement des gens de l'ambiance et des gens qui veulent absolument avoir la photo avec la personnalité soit qui est au match ou soit sinon ils arrivent à attraper un joueur dans le stade. Il y a des gens juste par exemple le fait de voir Neymar, tu disais toi il passait en zone mixte devant toi, et Neymar qui va passer genre juste pour aller récupérer un ballon devant un supporter, t'es sûr que t'as les 50 supporters derrière qui auront leur téléphone à la main et l'armée, faire des selfies. Après, ils sont supporters, donc c'est aussi ça. Ouais. Ils sont supporters, donc le rôle n'est pas le même. Moi, je suis à ce moment-là, je suis reporter, journaliste, donc commentateur. Donc le travail n'est pas le même. Enfin, du moins le rôle, le rapport au joueur n'est pas le même. Mais c'est normal aussi, cette ferveur-là. Moi, récemment, j'en parlais avec mon père quand j'étais petit. Début des années 2000, quand j'allais voir la SBH, AS Béziers Hérault jouer, tu vois, ils étaient en top 16 à l'époque, donc c'est la première division qui est devenue le top 14. Quand j'avais la chance d'aller après les matchs, être dans les réceptions d'après-match, il y avait des grands joueurs, il y avait quoi à l'époque, il y avait Mignoni qui était là, il y avait Thibaut Privat. Bon, j'étais gamin, je les voyais et putain, je me disais, wow, c'est incroyable, il est là, je le regardais, j'étais un peu con, tu sais. Ouais. J'étais un peu bébête, quoi. Alors que mon père était là, bon, lui, le rapport est différent. Mon père, il connaissait l'entrée, il a joué avec l'entrée avec Alain Yardet, donc il jouait, tu vois, ils se font la bise, ils se connaissent. Mais moi, déjà, quand même, malgré ça, gamin, je voyais ces mecs-là et je me dis, putain, c'est. Ouais, parce que il y a de l'admiration. Mais c'est beau, ça, je trouve. Surtout avec les jeunes en fait. Je trouve ça magnifique ce que le sportif il peut générer chez un gamin quoi, ou une gamine. C'est quand tu donnes un maillot, quand au hockey sur glace ils vont donner un palais. C'est fou et c'est pour ça que c'est vachement important ce rapport-là et de prendre le temps de partager les moments comme ça quand tu es sportif de haut niveau quoi. T'aurais aimé être sportif de haut niveau et jouer dans les stades? Ouais, m'accomplir dans ma passion, parce que pour moi c'est ça, être sportif de haut niveau, c'est s'accomplir dans un sport, mais dans une passion et transmettre des émotions aux gens. En fait, moi c'est ça, donc oui. Après je l'ai fait, mais d'une autre manière, à travers un autre métier. Et donc, mais c'est vrai, sportif de haut niveau, ouais, ça m'aurait plu, bien sûr. Ça m'aurait plu. On te demande des photos quand t'es en tribune de presse? Moi, des photos, attends, c'est arrivé 2-3 fois quand même. Ouais. Mais plutôt pas spécialement pour moi, mais pour le statut de journaliste en fait. Quelqu'un par exemple qui vient de se faire interviewer demande une photo avec le micro, toi, tout ça. Ou quand tu l'interviews, il y a quelqu'un qui le prend en photo, voilà, plus ça quoi. Ouais. La scène, le fait que t'es interviewé par un journaliste ou t'es avec un journaliste, mais pas après moi en mon nom propre. Moi en mon nom propre, ça m'est arrivé une fois, mais plus tard parce que j'ai travaillé sur une série audio, un podcast qui a beaucoup marché, qui s'appelle toujours Transfert, c'était sur Slate, et où il y avait beaucoup d'audience. Et donc ça m'est arrivé une fois, même 2 fois, d'être même reconnu en soirée, mais après. Mais ça, c'est juste avec le nom, quoi. Mais sinon, c'est quand même rare. Voilà. Oui, il y a un truc qui m'a fait rire. Tu m'as dit un jour, c'était en sortant d'un match de l'équipe de France. Tu prends un VTC et il y a un mec qui t'a pris pour Adrien Rabiot.
Et t'as pris en Ouais, mais c'est selfie. chauffeur de VTC, mais ça c'est vraiment un truc, ouais, genre apparemment, il a vu une ressemblance avec Adrien Rabiot, et là aussi, mais là pour le coup, il l'avait fait vraiment avec le portable, genre, ouais, je peux vous faire une vidéo, et donc il s'est mis devant, il a fait un snap, quoi. Ouais, je suis avec Adrien Rabiot, tout ça, et j'étais comme un con derrière, j'étais là, je rentrais d'un match, j'étais fatigué, et ouais, c'était assez cocasse, quoi. On va passer à une dernière grosse question, Mhm. Alexandre. Je voulais revenir sur un match de foot en particulier. Mhm. C'est le France-Allemagne, le vendredi 13 novembre 2015, Ouais. le soir des attentats qui ont frappé Paris. Mhm. Ce soir-là, tu étais au Stade de France, Ouais. en tribune de presse. Comment as-tu vécu cette soirée cauchemardesque? Bah en fait, tu pars pour faire ton métier de journaliste de sport, reporter. Tu couvres un match comme tu l'as déjà fait des dizaines de fois, donc de l'équipe de France, C'était un match amical? match amical, ouais, France-Allemagne. Donc tu y vas dans cet état d'esprit-là. Tu prends ton accréditation, tu arrives à l'entrée presse, tu montes dans les salons, tu manges un bout, tu prends un peu de bouffe, tu bois un coup et tu vas t'installer. Tu commences à travailler sur, voilà, sur la préparation de ton match, même si tu l'as quand même un peu fait avant, mais tu peaufines, puis le match commence, quoi. Voilà. Et puis à un moment, ça, il y a une explosion, voilà, une première. Et sur le coup, quand tu es dans un stade, tu es quand même, quand tu es habitué à aller dans les stades, notamment les stades de foot, bon, tu te dis, des bruits comme ça, ouais, bombe agricole, quoi. Bombe agricole, ça arrive. Mais en fait, moi, sur le moment, je me suis dit, ouais, là, j'avais un mauvais pressentiment, en fait. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre. Le bruit est différent, quand même. Et dans le même temps, je regardais quand même autour de moi si ça s'agitait, s'il y avait quelque chose. Et d'emblée, dans ma tête, bah après, c'est moi qui ai un peu, peut-être une forme de paranoïa, le pressentiment, l'intuition ou la paranoïa, mais d'emblée, je pense au pire. Je me dis, putain, mais c'est une bombe, il y a quelque chose qui s'est fait exploser. Mais quel serait l'intérêt de se faire exploser là alors que le match a commencé, tout le monde est à l'intérieur. Donc il se serait fait exploser à l'extérieur. Mais voilà, je pense à ça. Et puis il arrive la deuxième explosion. Et là, je me dis, putain, c'est pas normal ça. Là, c'est. Et pourtant, je continue à regarder autour de moi. Et en fait, ça se passe normalement, quoi. Le match continue, les spectateurs supportent. Personne s'agite. Ouais, même pas les. Je regardais stadiers, tout ça, non, pas trop. Et puis plus tard, euh, plus tard, je commence à recevoir des. En fait, non. Juste avant, j'essayais aussi de regarder l'actu, mais le réseau était pas bon, je crois, dans mes souvenirs, et donc je pouvais pas accéder. Et plus tard, j'ai quand même réussi à recevoir des messages, et donc là, je commence à recevoir des messages. Je crois que c'était des messages de mon grand-père qui me demande comment ça va, ou ma mère. Et si tu veux, je fais un lien et je me dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe qui est pas du tout normal, là. Ces gens-là, ils m'écrivent jamais ce genre de message-là à ce moment-là. Euh, j'ai entendu ça avant. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je commence à m'agiter un peu et à retourner dans le salon, donc derrière. Et je commence à prendre connaissance qu'il y a une fusillade dans Paris, que des mecs se sont fait exploser aux abords du Stade de France. Et surtout, il y a un truc qui commence à amener de la peur à l'intérieur de moi. Elle a vraiment la sensation où tu te dis je suis en danger. Là, je suis en danger. Après, j'ai peut-être été sur-anxieux sur le moment, mais c'est quand au téléphone, je crois que c'est mon grand-père qui me dit ça. Il regardait les chaînes d'infos et il me dit ouais, il y a ça, il y a ça. Et il me dit et ouais, et François Hollande vient d'être évacué. Ok. Donc là, je me dis waouh, le président de la République, il est évacué. Ça veut dire qu'il y a un réel danger. Et donc là, sur le moment, j'ai l'impression d'être en danger, quoi. De me dire, il y a le danger, il peut être partout. Si le président, comme ça, il est évacué, ça veut dire que ouais, le danger, il est là, quoi. Donc j'appelle ma rédac, et donc là, à ce moment-là, tout bascule. Parce que tu viens pour un match, ce que je disais au départ, et là, maintenant, tu es dans le fait divers, là. Enfin, le fait divers, même pas le fait divers, le fait historique. Donc, tu bascules du sport à l'actualité grave, l'actualité historique,
Ça t'arrive pas 36 000 fois dans une carrière, ça. Et donc là, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que tu dois faire ton travail, tu dois couvrir l'actualité, tu dois raconter ce qui se passe, en fait. Là, il n'y a plus le match, donc tu vas interviewer, il y a de la panique et tout. Voilà. Donc après, une fois que tu as un peu la crainte sur ça, là, ce que je t'expliquais sur l'évacuation de François Hollande, tout ça, et le fait de se sentir en danger, bah derrière, tu reprends ton travail, quoi. Tu dis, ok, bon, ben, allez, je vais raconter, je vais faire mon travail. Je suis reporter et donc, ok, je vais essayer de m'informer, de me rendre compte de ce qui se passe et raconter ça. Et donc après, bah, je vais aller interviewer des gens et je vais faire mon boulot, quoi. On discute avec les collègues. Moi, j'étais avec je m'en rappellerai toujours, j'étais avec un confrère qui devait aller au concert au Bataclan. Et en fait, il avait donné sa place, il avait vendu sa place à des personnes, des amis, parce qu'il ne pouvait pas y aller, parce qu'il avait zappé, lui qui avait France-Allemagne. Et du coup, il était là, il avait ses amis qui étaient au Bataclan, et il était hyper flippé. Et j'ai passé une partie de la soirée avec lui, et c'était... ouais, je l'oublierai jamais, quoi. Et voilà, tu t'oublies pas, puis... Fait des interviews, une personne qui me racontait, ouais, il y a eu un mouvement de foule, il y a des adultes qui poussaient des enfants, tu vois, parfois, c'est l'instinct de survie, quoi. Donc tu te dis, putain, les gens, ils sont prêts à faire n'importe quoi dans ces moments-là. Donc c'est vraiment une soirée, ouais, soirée hors norme, soirée historique, soirée dramatique. Et puis après, je suis rentré, je sais plus vers quelle heure, vers 1h, 1h30 du matin, T'es rentré comment? en VTC, en Uber. Et puis après, j'ai commencé à réaliser encore plus. Je fais un peu d'angoisse et tout, et ça a duré quelques temps, quoi. J'ai fait de l'antenne, et j'ai fait des directs pour raconter ce qui s'était passé, comment je l'avais vécu, et puis voilà, quoi. C'est une soirée assez incroyable. C'est fou. Ouais, c'est fou ce qui se passe là. Ça va être une soirée inoubliable, surtout. Ouais, c'est une soirée, bah ouais, c'est une soirée inoubliable, ouais. C'est un truc, ouais, tu t'en souviens tout le temps. Et quand tu retournes au Stade de France, Mm. ça t'arrive d'y repenser? Bah là, ça fait quelque temps que j'y suis pas retourné, mais quand j'y suis retourné, c'était ouais, juste après. Ouais, tu y repenses. Tu repenses. Bien sûr que tu y penses, mais quand même, après, la vie prend la suite, hein, et tant mieux. Tu vois, c'est la résilience. Mais moi aussi, il faut quand même se dire que j'ai vécu la chose, mais quand même, c'est plus par. C'était quand même pas très très proche au sens où. Ouais, comme ceux qui l'ont vécu, qui étaient dans le Bataclan ou à proximité des terrasses, quoi. Ou sur les terrasses. Voilà, moi j'étais là au Stade de France, certes c'était juste en dehors de l'enceinte, mais voilà, j'ai pas vécu le trauma sur moi, devant moi. Après, il y a eu trauma parce que moi aussi derrière j'ai eu des angoisses, tout ça. Parce que ouais, ça c'est parce que je l'ai vécu comme tel. Parce que j'avais cette intuition un peu avant. Et voilà, et puis j'ai ce truc quand voilà, le président est évacué, tu te dis putain, tu te sens en danger, quoi. Tu te dis putain, le danger peut venir n'importe où. Voilà, même si j'appelais ma rédac et une chef à ma rédac me disait non mais toi de toute façon là où t'es, apparemment ce qui se passe, c'est là où t'es le plus en sécurité. Ouais, enfin bon, sur le coup j'aurais préféré être dans un endroit encore plus en sécurité, genre chez moi. Mais à côté de ça, c'est aussi quelque chose qui est fort à vivre. C'est pas voulu, bien sûr, mais quand tu l'as vécu, bah, c'est comme dans toute chose vécue, toute chose extraordinaire que tu vis, bah, il te reste quelque chose de différent et donc que tu n'oublieras jamais et qui te fait, ouais, qui te façonne un peu dans ta vie, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme C'est dans une tout, quoi. sensation forte. Bah ouais, Ouais. mais comme quand quelqu'un perd un membre cher, ah, il y a quelque chose il y a une blessure qui reste, mais qui fait de toi, qui va faire de toi quelqu'un un peu différent et un peu différent. Quand tu étais dans la tribune de presse, vous étiez forcément tous au courant, comme vous traitez de l'information, qu'il y avait des attentats dans Paris. Mm. Mais je me mets aussi à la place d'un spectateur qui, en fait, pendant le match, quand tu es spectateur, la plupart du temps, tu ne regardes pas ton téléphone. Ouais. Tu ne sais pas ce qui se passe. Comment, toi, tu as vu les gens Est-ce que tu as vu une différence quand c'est devenu vraiment très public, c'est-à-dire que les spectateurs étaient tous au courant, et au début, qu'il y avait les attentats et qu'il y avait très peu de gens qui étaient au courant? Non, parce que je peux pas te dire si j'ai vu une réelle différence, parce qu'après moi j'ai fait aussi mon train de
faire de l'interview, tout ça, quoi. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que c'est vrai, au départ, il y a quand même ça se passe totalement normalement et ça a été plutôt bien géré. Et après, je crois que les gens ont commencé un peu à savoir, donc il y a eu un mouvement de foule. Et ensuite, ils ont gardé les gens dans l'enceinte, donc tu as aussi les gens qui sont re-rentrés dans le stade et qui étaient sur la pelouse. Donc ça, c'est vrai, ça c'est quelque chose que j'ai vu qui était un peu particulier, quoi. C'était donc ça ouais, c'est les gens qui sont sur la pelouse qui pleurent. Puis quand on te raconte les mouvements de foule où tu as des adultes qui poussent des enfants pour sauver leur peau, tu te dis putain, c'est animal, quoi. Voilà. Et aussi au début où il se passe ce truc-là et en fait le match continue. Et là aussi tu te dis bah putain, ça aussi c'est extraordinaire en fait. Et donc il y a ce mélange de tout ça, quoi. En même temps, je pense qu'il y a eu ces deux, trois phases en fait. Fallait peut-être pas aussi alerter la foule qu'il y avait des attentes à l'extérieur. C'est ça, en tout cas c'est ça le fonctionnement de sécurité publique, quoi. Et ils ont bien raison, parce que souvent c'est là, on l'a connu il y a eu des drames de mouvements de foule dans les stades et ailleurs. Le mouvement de foule est parfois encore plus dangereux, quoi. Donc ça a été plutôt pas mal géré, même s'il y a eu un petit mouvement quand même de foule, mais après les gens étaient sur la pelouse et puis ensuite ils sont partis et voilà, quoi, dans les travées, dans les couloirs du métro, chantant la Marseillaise. Ouais, c'était assez incroyable pour les gens présents, spectateurs ou professionnels comme moi. Mais ça s'oublie pas, hein. Ça sera toujours là. Eh ben merci Alexandre d'avoir répondu à mes questions pour l'émission Aller au stade. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes prochaines réalisations, tes réalisations en cours, sur le réseau, sur les plateformes de streaming? Là, moi mes réalisations elles se trouvent sur les applications, sur les plateformes audio telles que Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. J'ai un profil SoundCloud sur lequel je mets des travaux. Après on peut écouter sur le site d'Arte Radio pour les documentaires que j'ai fait, Le Canon sur la Tempe, pareil sur les plateformes audio ou sur le site de Nouvelles Écoutes. Quoi d'autre? Là récemment j'ai fait une série audio pour la Coupe du Monde de rugby en France en 2023 qui s'appelle Rêve de 2023. Et donc ça aussi c'est disponible pareil aux mêmes endroits sur les Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez l'écouter partout. Voilà, en attendant de basculer et d'avancer sur de nouveaux projets. On réfléchit et on en parlera bientôt. Eh ben, je laisse faire. Merci Alexandre. Merci à toi. Au revoir. Salut. YB Voice.